Bonsoir. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a échangé ce matin à Riyad, en Arabie Saoudite, avec le prince Mohammed Al Saoud. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, l'énergie et les infrastructures routières. Voici le reportage de Sanassi Keita. Le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Riyad est au menu de ces échanges qui ont duré plus d'une heure. Professeur Alpha Condé et le prince Mohammed Salman Al Saoud ont discuté de plusieurs questions, telles que le financement des projets en Guinée, à travers le Fonds saoudien de développement. L'agriculture, l'énergie, les routes et les habitats sociaux sont entre autres sujets évoqués au cours de cet entretien. Le prince Mohammed Salman Al Saoud a promis au professeur Alpha Condé de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que les différentes questions de financement qui se posent aux nombreux projets cités soient le plus vite que possible réalisées, à la satisfaction surtout du peuple de Guinée. Une note d'espoir qui renforce davantage l'axe de coopération Conakry-Riyad. Économique. Les rôles et les responsabilités des travailleurs dans la prévention du virus Ebola et la relance économique et sociale post-Ebola, la question réunie à Conakry, les délégués des 3 pays touchés par la maladie. L'objectif est de cerner tous les contours liés à la gestion et à la prévention du virus Ebola. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui préside la rencontre. Voici le compte-rendu signé de Hadi Kamara. C'est un atelier sous-régional. Il met en exergue les rôles et les responsabilités des travailleurs dans la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola et la relance économique et sociale post-Ebola. La rencontre vient donc définir les mécanismes de renforcement des capacités institutionnelles et structurelles des 3 pays touchés par Ebola. Face à cette terrible épidémie, les pays affectés en général et la Guinée en particulier a bénéficié de la solidarité de la plupart des pays africains, des organisations internationales, des centrales syndicales à travers le monde. Lorsque l'épidémie d'Ebola s'est déclenchée entre 2014 et 2015 en Afrique de l'Ouest, elle a mené des actions pour venir en aide aux camarades de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria, pour les aider un temps soit peu à arriver à bout de la maladie. Raison pour laquelle nous sommes particulièrement heureux d'être ici pour participer ensemble avec vous à l'élaboration de la politique qui va nous permettre de prendre en charge, de prévenir la maladie, plus particulièrement en cette période où nous entendons parler d'une nouvelle flambée de la maladie en RDC. C'est un processus soutenu par les partenaires techniques et financiers en matière de promotion des centrales syndicales dans nos pays. Ce drame d'une ampleur jamais connue a impacté fortement sur l'évolution de ces 3 pays en raison des effets directs et indirects qu'ils ont engendrés dans plusieurs domaines, notamment au plan humain, sanitaire, économique et social. Au plan humain, outre les victimes de la maladie, les fondements de nos 3 pays ont été dangereusement ébranlés par la mort de dizaines de spécialistes en médecine ainsi que d'agents des structures sanitaires tombés tous dans l'exercice de leurs fonctions. Je me félicite de la... Pour le Premier ministre, la relance des activités sociales et économiques post-Ebola est une priorité pour le gouvernement. Cette terrible maladie qui a fait plus de 11 000 morts dans les 3 pays les plus affectés par l'épidémie qui a frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014 et 2015, je vais donc parler de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria, avec un nombre important de personnel de santé figurant parmi ces victimes. Cette épidémie donc a eu des conséquences socio-économiques tragiques dans les 3 pays concernés. Je tiens à remercier à cet égard tous les partenaires nationaux et internationaux qui nous ont témoigné leur solidarité et accordé leur soutien moral, matériel et financier dans la lutte contre cette épidémie. Qu'il me soit permis de citer à ce titre l'Union africaine,
l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation internationale du travail, l'Union européenne, certains pays amis qui ont témoigné une solidarité toute particulière à l'endroit de notre pays pendant ces moments difficiles, et les pays frères d'Afrique, ainsi que nos partenaires bilatéraux. Au bout du rouleau, il est question de mettre en place des organisations syndicales des pays membres du Mano River Union avec pour objectif fédérer les énergies en vue de promouvoir le dialogue entre travailleurs, gouvernement et employeurs. Santé encore, le 23 mai de chaque année est consacré à la journée internationale de la fistule. Cette célébration est instituée par l'Assemblée générale des Nations unies à Guinée. Le phénomène touche plus de 4000 femmes selon les statistiques du ministère de la Santé. La forme la plus répandue est fistule obstétricale. Voici le reportage de Adia Toubari. Kadiatou Diallo est l'une des 4502 femmes victimes de fistules obstétricales en Guinée. Des statistiques non exhaustives fournies par la Direction nationale de la santé familiale. Kadiatou a contracté cette maladie lors de son dernier accouchement non assisté. Depuis, elle a une perte involontaire d'urine et de sel. Aujourd'hui, son mal est vaincu grâce à une chirurgie réussie. Depuis que je suis arrivée ici, les médecins se sont bien occupés de moi. Je suis guérie. J'invite toutes les femmes à venir se faire soigner. Le traitement de Kadiatou Diallo est fait à Jean-Paul II, une structure de référence dans la prise en charge des fistules obstétricales depuis 2008. Avec l'appui financier des partenaires, 8000 fistuleuses ont bénéficié ici de soins médicaux. La particularité de l'intervention sur les fistules obstétricales, c'est qu'elle est très très minutieuse. Et l'intervention se passe par voie basse. Donc tout se passe dans la partie génitale. Donc elle est très minutieuse. Elle demande des matériels très fins, et une position assise, surtout du chirurgien, et ça prend beaucoup de temps. Au ministère de la Santé, un plan stratégique de lutte contre les fistules obstétricales est élaboré. Au nombre des priorités inscrites, la réinsertion sociale des femmes déjà réparées. Elle bénéficie des fonds pour développer des activités génératrices de revenus à travers la saponification, à travers la teinture, à travers les cultures maraîchères, etc., etc. En tout cas, chercher à donner une certaine autonomie à ces femmes victimes pour se prendre en charge. Chaque année, la Guinée célèbre le 23 mai la Journée internationale de lutte contre la fistule. Elle est consacrée aux activités de sensibilisation sur les moyens de prévention, le traitement et les processus de réinsertion sociale des patientes. Des conférences, débats autour de ces différentes thématiques sont aussi organisées, à l'image de celle-ci, initiée par la Miss RTG. Et puis, cette journée mondiale de lutte contre les fistules obstétricales a été célébrée également à Kindia ce mardi. Les responsables locaux et les partenaires du système de santé ont profité pour évoquer l'importance de la planification familiale et dénoncer le mariage précoce. Un centre de traitement assis à l'hôpital préfectoral du Kindia a été également visité. Voici le reportage de Mohamed Sankon à Kindia. La journée mondiale de lutte contre les fistules obstétricales se tient à Kindia dans un contexte particulier. Un centre de prise en charge est créé et 18 femmes ont déjà recouvré la santé. La première session, on a opéré 8 femmes. Les 8 femmes sont sorties guéries. La deuxième session, on a opéré 10 femmes. Maintenant, les 10 femmes sont là. Hier, on a fait ablation de la sonde de la première femme. Elle, vraiment, il n'y a pas eu de problème. J'ai eu cette maladie lors de mon accouchement en césarienne, mais j'ai eu heureusement des personnes de bonne volonté, des ONG qui m'ont aidé à me guérir. Avec une prévalence de 0,6%, les efforts sont en cours pour éliminer cette maladie.
une maladie provoquée par les mariages précoces suivis de complications obstétricales, la non-fréquentation des structures de santé et les accouchements non assistés des personnes immatures. Toutefois, certaines dispositions sont prises. La mise en œuvre de la gratuité des soins obstétricaux dans tout le pays avec des mesures d'accompagnement comme la dotation de toutes les structures du pays en kit d'accouchement et en kit de césarienne. En dépit des efforts du gouvernement et de ses partenaires, les pesanteurs culturelles persistent encore. 7% des femmes ont leur premier geste avant l'âge de 15 ans et 28% avant 18 ans. La prévalence contraceptive est de 9%. Le gouvernement élabore une stratégie avec ses partenaires. Chaque fois que le mal est là, la maladie est là, il faudrait que nous, en tant que partenaires, on essaie de mobiliser des fonds pour vraiment venir au secours de ces pauvres femmes. Les premiers actes sont porteurs d'espoir quant à l'élimination de la fistule obstétricale en Guinée. Ils marquent l'ouverture des centres de traitement dans plusieurs centres du pays. Les artistes accompagnent le projet. Et puis, comment sauvegarder les fleuves dans la région de la Haute-Guinée? La question interpelle les spécialistes des sujets environnementaux de la protection de l'écosystème. La région de Kankan est l'une des zones les plus exposées au changement climatique. Population et autorités devraient unir leurs efforts pour freiner la dégradation de l'environnement. C'est un constat de Valérie Manet. Les activités anthropiques, une véritable menace pour la survie des fleuves en Haute-Guinée, une des régions les plus affectées par le changement climatique. Cet endroit ressemble à tout, sauf à un confluent. Pourtant, c'est ici que se rencontrent les fleuves Nyanda et Niger. Aujourd'hui, le potentiel hydraulique de ces deux fleuves est à un niveau inquiétant. Nous sommes dans le lit du fleuve Nyanda. Nyanda est un fleuve qui a amené assez de prospérité à la Haute-Guinée et à la partie, une partie importante de la Guinée forestière. C'est l'eau essentiellement qui nous concerne ici, l'eau. L'eau qui a une importance. Comment ces zones vont admettre la pluviométrie en tout temps et en tout lieu. Voilà aujourd'hui notre souci. À l'image de ces deux fleuves, la dégradation des écosystèmes est galopante dans plusieurs localités de l'arrière-pays. Des mesures urgentes qui s'imposent pour freiner le phénomène et limiter les dégâts écologiques déjà assez considérables. Et puis, je vous le disais en titre, l'OMVS décide de construire le barrage hydroélectrique de Koukountamba dans la préfecture de Tougué. Les études d'impact environnemental et social ont été lancées récemment à Conakry. Nabi Kamara. Le barrage de Koukountamba sera réalisé dans la préfecture de Tougué pour une capacité installée de 294 MW. L'ouvrage sera l'œuvre de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, un organisme de bassin qui regroupe la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Les études d'impact environnemental et social qui seront lancées à partir de cette réunion des acteurs impliqués devront aider à sortir un plan de gestion de ce projet. Dans ce programme, il a été découvert qu'au niveau du haut bassin du fleuve Sénégal, il y a des chimpanzés, il y a aussi une flore assez développée. Donc une étude d'impact environnemental et social est nécessaire pour pouvoir concilier tout cet ensemble-là. Et un plan de réinstallation des populations qui seront affectées par la construction de ce barrage aussi fera l'objet de cette étude. Et ensuite, on aboutira bien sûr à un plan de gestion environnementale et sociale qui va avoir son coût et qui sera là pour être exécuté afin de contribuer fortement au développement de la localité. Toutes les préoccupations environnementales et sociales seront prises en compte. Nous allons aboutir à une conciliation du développement et de la protection de l'environnement, qui est une priorité de la politique du chef de l'État.
Les études d'impact environnemental et social du barrage de Koukountamba prendront en compte la route d'accès Labé-Koukountamba sur 150 km et la ligne d'interconnexion Koukountamba-Mania dans la préfecture de Koya. Et puis dans l'actualité encore, les sociétés minières multiplient des actions de développement communautaire à Bokeh. Les sociétés SMB et UMS viennent de lancer la construction d'une route de 16 km dans le centre-ville. Coût de travaux, 6 millions de dollars. Ces travaux devraient mettre les populations à l'abri des poussières. Voici le reportage de Mometo Kamara. Très bientôt, les nuages de poussière entre Kabouy et Koréra vont disparaître pour le bien-être des populations riveraines. La SMB va mettre des pavés sur une distance de 16 km pour un coût financier estimé à 6 millions de dollars US. Il y a la saison des pluies qui s'approche, mais nous allons tout faire quand même pour finir plus rapidement que possible. C'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui encore. Pas plus tard que 5 jours, comme vous l'avez bien dit, on était encore là. C'était par rapport à la route contournante qui quittait ici Congo-Camp pour aller jusqu'à Kakissa. Et aujourd'hui, encore 5 jours, jour pour jour, que nous sommes là pour fêter aujourd'hui le lancement des travaux de 16 km. Rien seulement que des dalettes que cette société va mettre sur cette piste. C'est une première. Il faut reconnaître qu'il y a eu des forages, il y a eu des écoles, il y a eu des postes de santé. Donc c'est pour dire que cette société est en train d'évoluer très bien avec les populations à la base. Pour les responsables de la SMB, leur démarche répond à l'appel du chef de l'État, le professeur président Alpha Condé. Appel en faveur de l'implication des sociétés minières dans le développement à la base et l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, offre des outils législatifs et de communication à l'Assemblée nationale. L'objectif est de soutenir la qualification de l'administration parlementaire. Outre cette remise, le PNUD est en train de former une quarantaine de cadres du Parlement sur la gestion de l'administration financière. Ablay Diallo. Ces outils législatifs et de communication de l'Assemblée nationale sont édités par le Programme des Nations Unies pour le développement. Ils sont composés essentiellement des journaux des différentes sessions de 2014 à 2016, des guides des journalistes parlementaires et celui de l'élaboration des lois et de ses amendements. Nous pensons que ces outils vont contribuer à un meilleur fonctionnement, une meilleure efficacité pour l'Assemblée nationale pour remplir sa mission. Chaque document est reproduit en 250 exemplaires. La démarche consiste à toucher d'abord l'ensemble des élus du peuple et ensuite suivra les cadres parlementaires. Renforcer les connaissances des députés et leur donner des informations très pratiques sur les méthodes de travail rationnelles qu'ils doivent utiliser pour s'acquitter de leurs différentes missions. Depuis l'ouverture de cette législature, le PNUD est le premier partenaire de l'Assemblée nationale. Cette autre formation est le fruit de ce partenariat. Elle porte sur le renforcement des capacités des cadres en matière de gestion administrative et financière. L'objectif est de mieux qualifier les prestations de l'administration parlementaire. Présentation ce mardi à Conakry du programme d'accompagnement de l'inclusion sociale des adolescents et jeunes de Guinée. Après d'intenses activités sur le terrain, 27 maisons de jeunes sont désormais connectées à un réseau Internet gratuit et 787 jeunes sont formés en intervention communautaire. Ce programme est du ministère de la Jeunesse soutenu par l'UNICEF avec pour thème Jeunes en action. Ablaziz Baldé. Après plusieurs mois d'activité sur le terrain, le ministre de la Jeunesse présente les résultats du programme d'inclusion sociale des adolescents et jeunes aux partenaires du pays. Ce programme touchait plusieurs secteurs de la vie nationale, dont entre autres l'animation socio-éducative et du report. À l'heure du bilan, plus de 150 jeunes sont formés en intervention communautaire et plusieurs espaces jeunes sont connectés à un réseau Internet gratuit. Nous avons 27 points de connexion, 20 à Conakry et 7 à l'intérieur du pays. Cet outil maintenant qui ne sera plus un outil de communication réservé aux loisirs, mais plutôt pour pouvoir s'informer, s'éduquer et créer cet écosystème au niveau de ces maisons des jeunes pour permettre justement la participation des jeunes. Et aujourd'hui,
des plateformes qui ont été créées, plus de 389 plateformes sur toute l'étendue du territoire où des jeunes dans leur localité aujourd'hui sont prêts à être en action, à accompagner le processus de développement. La révolution numérique, ce n'est pas un gadget, c'est vraiment ce qui est essentiel pour le développement du pays. Vous voyez, actuellement, nous sommes dans l'année de Conakry, capitale mondiale du livre. Le culturel est une chose essentielle, le livre papier est une chose essentielle, mais le livre numérique apporte une solution extraordinaire. L'inclusion sociale des jeunes, c'est aussi un cadre d'échange pour la jeunesse. Le programme est soutenu par l'UNICEF et l'ambassade de France en Guinée. Cette présentation qui donne l'accès sur la jeunesse, notamment sur le soutien à la jeunesse de s'exprimer et de planifier elle-même son propre futur, non seulement à Conakry, mais surtout dans les zones les plus reculées du pays. Donc c'est ça le défi. Au terme de cette présentation, plusieurs thématiques sont abordées avec le concept « Jeunes en action ». L'objectif est d'accompagner les jeunes jusqu'à leur insertion socio-professionnelle. Un programme hautement apprécié par les bénéficiaires. Dans l'actualité encore, lancement du projet d'appui au plaidoyer pour l'amélioration des conditions des femmes et des jeunes dans les sous-préfectures de Yendé, Bangbantou et Terme-Sadou dans la préfecture de Kissidougou. Le lancement du projet a mobilisé tous les acteurs impliqués dans le processus de développement. Ibrahima Keïta nous fait le point. Le lancement de ce projet a eu lieu dans les sous-préfectures de Yendé, Fermi-Sadou et Bangbandou dans la préfecture de Kissidougou. Dénommé projet d'appui au plaidoyer pour la participation des femmes et des jeunes à l'amélioration de la gouvernance locale, il doit toucher 18 communes rurales de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée et de la Guinée forestière. Dans sa mise en œuvre, il doit contribuer au renforcement des capacités de 414 acteurs locaux venant de la société civile, de l'administration et des partis politiques en matière de techniques de plaidoyer, de communication et de mobilisation sociale. Dans cette démarche, le projet doit se tourner vers une sensibilisation accrue des populations sur les bonnes pratiques en matière de la décentralisation et de la participation des femmes et des jeunes dans l'amélioration de la gouvernance locale dans les communautés touchées. C'est pourquoi à Yendé, Fermi-Sadou et Bangbandou, les participants ont été invités à plus d'engagement afin de permettre au projet d'atteindre ses objectifs. Et pour y arriver, il est prévu la mise en place des comités locaux de suivi de promotion des droits humains et de contrôle citoyen. L'autre image de l'actualité nationale, la Direction générale des caisses d'épargne et de crédit Yété Mali vient de tenir son assemblée générale ici à Conakry. La session a passé en revue les rapports d'activité définis, des nouvelles perspectives visant à rendre plus dynamiques les caisses Yété Mali. Al-Gassimba. L'implantation des organismes de microfinance permet à la population de bénéficier de crédits en vue de mener à bon terme leurs activités. Une action de lutte contre la pauvreté à travers l'épargne et le crédit. Après plus d'une année d'activité, dirigeants et employés du réseau des caisses Yété Mali de Guinée se réunissent. Objectif, retracer l'essentiel des activités effectuées. Le volume de crédit en 2015 était de 27 milliards 421 millions 801 364 francs. En 2016, ce volume de crédit est passé à 27 milliards 873 millions 208 414 francs. Le nombre de crédits octroyés en 2015 était de 5 782. Et en 2016, ce nombre est passé à 6 623. Les indicateurs financiers qui ont été présentés sont éloquents et disent long sur vraiment l'avenir de ce réseau. Donc moi, ça me réconforte à plus d'un titre. Cette assemblée générale a permis à la Corporation d'épargne et de crédit de Guinée de s'imprégner de la situation des caisses. Pour l'exercice 2017, le conseil d'administration de la caisse compte ramener le taux de crédit en retard à moins de 10% et accroître ses critères de performance. La prochaine assemblée, nous présenterons un résultat plus excédentaire que celui que vous avez entendu. Depuis 20 ans, la coopérative d'épargne et de crédit de Guinée œuvre au service de la population. De nos jours, la coopérative compte 18 caisses et 4 points de service à Conakry et ses environs. Elle prétend ainsi s'étendre dans tout le pays.
Direction préfecture de Guékédou, où la population célébrait ce week-end la fin des clivages sociaux pour un retour définitif de la paix dans la cité. Cet engagement des différentes couches devrait désormais permettre la consolidation de la paix dans cette préfecture qui a enregistré plusieurs troubles sociaux. Bernard Tonguino, de retour de Guékédou. Autrefois minée par des divisions sociales et politiques, la ville de Guékédou s'est réunifie. Ces carnavals traversant toute la ville témoignent du retour de la cohésion entre les différentes couches de la population. Au cours de cette rencontre présidée par le ministre du Commerce, natif de la localité, toutes les questions essentielles sont abordées pour un retour à la paix. De nouveaux engagements sont pris. Je vous avoue que la jeunesse de Guékédou est prête à changer parce que c'est comme les autres jeunesses des autres préfectures. Nous voulons aussi que Guékédou avance comme les autres préfectures. Pourquoi pas même plus que les autres préfectures. Ce n'est pas la violence qui peut nous envoyer de l'avant, mais la paix. Donc ce soir, franchement, je suis très ému. Je suis un fils de Guékédou et il est de mon devoir de prôner la paix. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Natifs, résidents et ressortissants de la préfecture sont résolus à bannir désormais tout acte de violence dans la ville de Tiendena-Dembadouno. Pour célébrer cette nouvelle dynamique qui marque un tournant décisif dans l'histoire récente de cette communauté, une manifestation sportive est organisée au stade préfectoral. Pour nous aujourd'hui, c'est une très grande satisfaction de réaliser vraiment les objectifs nobles de notre cher président, le professeur Alpha Condé, dans le cadre de la consolidation de la paix, de la quiétude dans toutes les localités de la Guinée et particulièrement celle de Guékédou. J'ai constaté ce soir que tout Guékédou est mobilisé. Je pense que c'est une bonne initiative et je félicite les organisateurs. J'encourage aussi l'ensemble de la population à suivre le slogan que le ministre du Commerce a lancé ici au sujet justement de la paix et de l'entente, de la cohésion et surtout du calme à Guékédou. Le match remporté par l'équipe Les Merveilles du Passé face aux Étoiles de la Forêt s'est déroulé dans un véritable fair-play. La lutte contre le terrorisme, la Guinée poursuit ses efforts. Il y a 3 ans, la gendarmerie nationale a intercepté un colis suspect, plus de 4000 cartons d'ammoniac. Après une première partie d'enquête, les substances ont été envoyées de la préfecture de Koya pour être incinérées. Un reportage de Alia Kamara et Mabinti Laïsouma. 4 camions pleins de nitrate d'ammonium liquide dissimulés dans des cartons. Ils ont été saisis à Conakry. L'affaire remonte à 2014 alors que le pays était confronté à la fièvre hémorragique virale Ebola. Pour tromper la vigilance des agents, les cartons sont floqués de la mention kit d'urgence sanitaire. Mais la gendarmerie décide de renforcer le contrôle et détecte la présence de nitrate d'ammonium, une composante qui rentre dans la fabrication d'explosifs. L'importation des kits de premier secours relève exclusivement des autorités compétentes de notre pays. Soit c'est le ministère de la Santé qui exprime le besoin et qui lance la commande. Mais il ne relève pas de la compétence d'un individu, surtout d'un étranger, de faire venir ces produits. Et surtout, il ne les a pas présentés aux autorités de notre pays. Le dossier passe en jugement et les 1000 cartons sont stockés en attendant cette journée d'incinération. L'opération a lieu à Kouria, dans la préfecture de Koya, en présence d'huissiers de justice. Une piqûre de rappel pour la gendarmerie, consciente du rôle qu'elle doit jouer dans la lutte contre le terrorisme. Nous rassurons la population que nous veillons au grain et nous la prions aussi qu'elle ouvre les yeux, surtout par rapport aux renseignements, parce que ça c'est juste un renseignement que la gendarmerie a eu elle seule, c'est un renseignement que la gendarmerie a exploité elle seule, c'est un renseignement qui a permis à la gendarmerie d'interpeller un citoyen d'un pays étranger. L'importateur de ces cartons de nitrate a été jugé et reconnu coupable. Il purge actuellement sa peine dans une prison de haute sécurité. La gendarmerie poursuit les enquêtes pour retrouver d'éventuels complices. Et puis sport.